Merci de nous suivre, merci de suivre votre émission biographique Leçons de vie sur les antennes de votre télévision BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission biographique, nous recevons un docteur en linguistique. Il s'appelle M. Nebie Beteo. Zoom portrait sur l'invité du jour. Monsieur Nebie Beteo Dene a vu le jour en 1957 à Bunga, dans le département de Zamo, province du Sanguier. Il effectue ses premiers pas d'élèves respectivement à l'école primaire rurale de Lia et à l'école primaire publique de Zamo. Nanti d'un certificat d'études primaires élémentaires, il est orienté au cours normal de Koutgou, puis au cours normal Antoine Roche de Wayugia. De 1972 à 1975, Beteo Nebie est inscrit au collège Tounouma de Bobo-Dioulasso où il décroche le baccalauréat série littéraire. Orienté malgré lui au département de linguistique de l'université de Ouagadougou, il finit par apprécier cette filière. La licence en poche, notre invité foule le sol français et décroche à l'université de Nancy 2 son doctorat de linguistique en 1982. Débute une carrière professionnelle riche et studieuse. De l'Institut national d'alphabétisation et de formation des adultes INAFA, en passant par l'Institut des peuples noirs IPN ou encore l'Institut des sciences des sociétés, Nebie Beteo Dene se forge un statut de personnalité respectée au sein des intellectuels burkinabés. L'invité de jour de Leçons de vie est par ailleurs un passionné des médias. Sur Horizon FM, Ouaga FM, il a animé des émissions à succès. Dans le bimensuel L'événement, il signe la rubrique chronique Focus Africa. C'est un auteur prolixe, ardent défenseur du panafricanisme et un féru de l'égyptologie qui partage avec vous aujourd'hui son expérience de la vie. Le docteur Nebie aime la nature, d'où le choix du parc urbain Bangarouero de Ouagadougou pour le recevoir. Richard Tiene, Nebie Beteo Dene est à vous. Comme vous l'avez constaté, c'est un passionné de la culture que nous recevons dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Merci docteur d'avoir accepté l'invitation de BF1. Merci à vous. On a remarqué que vous aimez vous habiller dans la cotonnade locale, dans le textile local, le faso d'Anfani. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Est-ce pour afficher votre africanité? Bon, c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense d'abord qu'un Africain, dans nos contrées ici, est beau dans la cotonnade. Je trouve que on est mieux habillé parce que premièrement la couture est faite de telle manière que on n'est pas serré, on n'est pas coincé. Et du point de vue, j'allais dire même de la présentation physique, je trouve qu'un homme habillé en cotonnade est toujours mieux que quelqu'un d'autre qui est habillé en veste. Mais c'est vrai qu'à un certain moment... Que moi. Bah ouais, je ne cite pas de nom de peur d'en oublier. Okay. Alors donc, depuis un certain temps, je m'habille comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que ce n'est pas facile de s'habiller en cotonnade parce que ça coûte extrêmement cher par rapport effectivement à un certain nombre de choses. Il y a l'aspect climat. Voilà, l'aspect climat, exactement. Et c'est souvent un peu lourd quand même. Mais non, justement, j'ai beaucoup plus d'air que vous parce que c'est lourd en haut, mais il y a des aérations beaucoup plus importantes que pour un habit ordinaire dont vous êtes coutumier. Votre prénom Beteo signifie l'enfant du fétiche. Vous êtes proche d'un fétiche. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? En fait, Beteo, ce n'est pas seulement le fétiche. Beteo, ça vient du mot Théou. Théou, c'est l'arbre, c'est le fétiche, c'est le médicament, c'est le poison, etc. etc. Il faut dire que dans la cosmogonie africaine, le mot l'arbre renferme ce qu'on appelle en linguistique un mot polysémique. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne précisément, Théou, c'est plutôt l'autel. Je ne dirais pas fétiche parce que fétiche a une connotation péjorative. Je dirais donc un autel qui était venu donc dans le village à une époque où nous sommes nés et on nous a donc donné ce nom-là, le nom donc de l'autel, l'enfant du fétiche ou de l'autel. Mais c'est vrai que dit comme ça,
ça ne dit rien de précis parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de fétiches et ça peut être tout simplement aussi un arbre ou quelque chose d'autre. Donc, liberté est donnée aux interprétations. Absolument. Et vous avez le prénom Denis qui, lui, est francophone. Vous l'avez choisi, il vous a été donné. Bon, le 1er janvier 1965, j'ai attrapé le tétanos. J'étais à l'école primaire, en 3e année, enfin au CE1. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Or, mon papa, qui était l'ami du catéchiste, est allé le voir. Et lui, il a dit, bon, ça là, il vaut mieux le baptiser. Et c'est le catéchiste qui a choisi le nom Denis pour moi. Donc, j'ai été baptisé le 3 janvier, donc du moins le 2 janvier 1965. C'est par la suite que j'ai suivi le catéchisme pour me faire baptiser et donc avoir la confirmation en 1967. Donc je n'ai pas choisi. Il n'y a pas un dualisme entre Denis et BTO, côte à côte? Bon, disons que non, il n'y a pas de dualiste. Dans la mesure où on m'a donné un nom quand je suis né. Devenir chrétien et donc être baptisé, avoir ce qu'on a appelé l'extrême onction. Le baptême à l'époque représentait devant quelqu'un qui est éventuellement sur la porte de la mort, l'extrême onction. Donc on m'a donné ce nom-là. Bon, ben, je l'assume aussi parce que c'est une réalité de mon existence qui à un certain moment s'est avérée nécessaire. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai eu ce nom et comme j'étais à l'école, comme nous tous, j'avais tendance à abréger le D, du moins le B. Je me disais, je suis Nebié B. Denis. Parce que Denis, c'était bon, c'était beau, c'était moderne. BTO, plutôt, ça représentait ce que les gens appellent le botanisme. C'est plutôt la chose qui renvoie au village où chacun, à notre époque, personne ne voulait être au village, ne voulait être considéré comme villageois. Mais c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui étais bête. Parce que, alors, Denis, ce que ça renferme, parce que j'ai cherché à savoir ce que ça veut dire Denis, c'est le disciple de Bacchus. Bon, disciple de Bacchus, Bacchus, lui, il a des relents de buveurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de spécialement intéressant à être son disciple, mais BTO qui renforme donc mon identité naturelle, j'ai trouvé que c'était mieux. De telle manière qu'aujourd'hui, au lieu de m'appeler Nebié B. Denis, je me fais appeler BTO D. Nebié, c'est donc le D que j'abrège. Vous avez abrégé avec le temps. Alors, vous préférez qu'on vous désigne comme un Nouna et non un Gouroussi. Pourquoi? Parce que Gouroussi, c'est un mot fabriqué et c'est récent. La première fois que le mot Gouroussi est sorti, c'est en 1819, donc donné par un Anglais du nom de Bowdish, qui était venu dans le cadre de la colonisation. Et les gens étudiaient les peuples qui étaient dans nos contrées. Et c'est lui qui a utilisé le mot pour la première fois. Mais le peuple existait depuis longtemps. Il ne s'est jamais appelé effectivement Gouroussi. Et je ne sais même pas de quel droit un peuple peut donner un nom à un autre peuple. Puisque effectivement, à un certain moment, on dit que Gouroussi, c'est plutôt un mot qui relèverait de la sémantique Mouara, Gurunga, Gouroussi. Qui veut dire, bon, on peut donner tous les noms, les sens qu'on veut, soit esclave, soit barbare, etc. Donc toujours est-il que moi, je ne me sens pas du tout Gouroussi. Cela d'autant plus que les Moussi, il n'y a pas de raison que les Moussi s'appellent Moussi, les Samou s'appellent Samou, les Bissa s'appellent Bissa, et que les Nouna s'appellent Gouroussi. Ça n'a absolument aucun sens. Je refuse ce mot-là, et je crois que c'est un mot qu'on doit combattre, et qu'on doit enlever effectivement du dictionnaire, en tout cas des Burkinabés, pour qu'on se sente plus à l'aise. D'accord. Parlez-nous de votre enfance dans les savanes de Bunga. Bunga, c'est dans la province du Sanguier. Vous y avez évolué. Comment était votre enfance? Malheureuse, difficile, acceptable? Bon, moi, j'étais le dernier de ma famille. Mon papa et ma maman ont eu 6 enfants, dont le deuxième est décédé tôt, en bas âge. Et donc, il reste 2 garçons et 2 filles. Moi, je suis le dernier. Et donc, du point de vue de la mentalité des femmes, vous savez que le dernier est toujours le préféré. Donc, j'étais le préféré, voilà, j'étais le préféré de ma maman, qui trouvait que j'étais un enfant bien, intelligent, brillant, etc., par rapport à d'autres frères. Et de telle manière que, dans ces moments de famine, il arrivait qu'il n'y ait pas suffisamment à manger.
moi j'avais donc le privilège d'avoir une grosse part parce que j'étais le dernier, j'étais le plus jeune. Et à tel enseigne que certains de mes frères, si je me mettais dans des angles morts, étaient prêts à enlever une partie de mon taux. Donc j'étais donc toujours à côté de ma maman pour pouvoir garder ces privilèges-là. Ce que je retiens, c'est que j'ai été pasteur, bon pas pasteur, disons, j'ai gardé les animaux, les cochons et puis les moutons de mon papa. À l'époque, vraiment, il faut dire que c'était assez bien parce que tout était, j'allais dire, ça projetait de bonnes choses pour la suite dans la vie. Parce que vous étiez assez jeune, vous vous occupez donc des moutons et ou des porcs, voilà, les grands frères partaient en brousse, etc. Et bon, vous profitez des œufs, des pintades, des... Ouais, mais c'était interdit de manger les pintades, enfin les œufs, que ce soit des pintades ou... Ah oui. En tant que berger, vous faites quoi? En brousse. Oui. En brousse, si on trouve en brousse, c'est bon. Mais généralement, il y a des pintades qui partaient effectivement faire leurs œufs dans les broussailles. Et les propriétaires étaient au courant de là où leurs pintades faisaient les choses, leurs œufs. Donc c'était interdit de pouvoir toucher. C'est quand ce sont des œufs qui apparemment dont le propriétaire n'est pas au courant, ce sont ces œufs-là dont vous pouvez profiter. Parlez-nous de votre école primaire. Alors l'école primaire a été d'abord très difficile pour moi parce que ma grande sœur est partie à Zavara, qui était un des villages les premiers qui ont reçu une école après Pouni. Et elle était revenue nous raconter un peu comment étaient les élèves. On les frappait, ils revenaient avec des bosses sur les têtes, tout ça. Et donc c'était quelque chose apparemment qui était effrayant. Et un jour, pendant que je gardais mes moutons, mon papa m'appelle et me dit, bon, demain, tu vas aller à Lia, vous allez partir à l'école. Ah, tu comprends bien que moi, je n'étais pas très chaud pour y aller. Ah non, je suis allé dire à ma maman, non, moi, je ne vais pas aller à l'école. Mon papa dit d'aller. Elle me dit, mais non, de toute façon, il faut y aller. On va te renvoyer là. Toi, tu ne vaux rien, tu ne peux pas être un élève. Les élèves là sont dégourdis, ils sont alertes. Toi, tu es mou, toi, ce n'est pas la peine. Quand tu vas arriver là, le maître va te renvoyer. Alors, donc, moi, je pensais que j'allais être renvoyé. À partir de ce moment-là, bon, je suis allé, donc, puisque je ne pouvais pas refuser l'ordre du père. Et quand je suis arrivé, notre premier maître, qui était un Tiéné d'ailleurs, nous a regardé et puis il a dit, bon, allez-y, revenez demain matin. Je reviens dire à ma maman, tu sais, le maître là ne m'a pas renvoyé. Hein. Elle me dit, non, t'en fais pas, parce que vous n'avez même pas encore commencé l'école. Quand vous allez commencer là, il va se rendre compte que tu ne vaux rien, il va te renvoyer. Donc c'est parce que ma maman me disait, chaque fois qu'on allait me renvoyer là, que j'ai accepté d'aller à l'école. Et comme c'était dur effectivement, parce que nous bastonnait à cette époque-là, et c'était l'école rurale, c'était assez rude, beaucoup de mes compagnons du village, puisqu'on était à 4 km de là où se trouve l'école, on partait le matin, on revenait le soir. Au bout de la fin de la première année, tous mes compagnons ont fui chez leurs oncles. Ils ne sont plus revenus. On est restés deux. Un compagnon et moi. Moi, je n'ai pas pu fuir parce que pour aller chez mes oncles, il fallait venir passer par Lia pour aller jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est loin, c'est à près de 20 km de chez moi. Il y avait la broussaille, un enfant ne pouvait pas faire ça. C'est ça qui a fait que je n'ai pas pu effectivement fuir l'école. Bon, mais c'est vrai qu'à partir de la deuxième, troisième année, j'ai commencé à trouver de l'intérêt. Mais les débuts n'ont pas été faciles. Ce qui a été ma chance, c'est que à la fin de la troisième année, puisque les écoles rurales c'était pour 3 ans, à la fin de la troisième année, ça a coïncidé avec la maladie dont je vous ai parlé, donc de tétanos. J'ai attrapé le tétanos donc, le 1er janvier 65. C'était donc en février 65 qu'on devait aller donc, en vacances définitivement. Et j'ai fait 1 mois à Koudgou où j'ai été soigné. Et quand je suis revenu, bon, on avait déjà fermé, donc, enfin du moins, tous mes camarades de l'école rurale étaient partis à la maison. Et des gens sont venus dire à mon papa que j'étais intelligent et qu'il valait mieux m'envoyer à l'école primaire, qui venait de s'ouvrir aussi la même année, mais au mois d'octobre. Disons que l'école de Lia rurale a commencé en février 62 et l'école de Zamo a commencé en octobre 62, donc la même année. Alors, de telle manière qu'en convainquant mon papa de m'envoyer à Zamo, je me suis retrouvé le seul parmi la trentaine d'élèves qui avaient fréquenté l'école rurale de Lia
à me retrouver à l'école primaire. Et donc, je les ai attrapés donc, au mois de mai 65 et j'ai fait seulement mai et juin avec eux au CE1 donc, pour continuer par la suite. Ça a été une chance extraordinaire pour moi parce que effectivement, de tous mes camarades, j'ai été le seul à avoir eu cette chance-là. Ouais, c'est que dès que vous mettez les pieds à l'école, c'est vrai que votre mère, elle était un peu sceptique. On va te renvoyer, donc tu n'as pas à t'en faire, mon fils. Mais à côté, une fois que vous mettez les pieds à l'école, vous avez j'ai eu envie, un instituteur, voilà. Le nom de Badembié. Badembié, chose Téné. Voilà, qui lui, il m'a beaucoup rassuré parce qu'il m'a donné un prix. Et on était deux, il y avait un autre du nom de Nicolas, Babou Nicolas Nebié, du village de Kwalio. Nous étions les seuls à avoir reçu ce prix-là de Nésien Badembié. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais c'était un truc suffisamment distinctif pour que nous ayons effectivement été remarqués. De telle manière que, comme il y a une rivalité entre les villages de Léa et puis celui de Bunga, et donc à Léa, j'étais devenu l'homme à abattre. Et donc mes camarades me frappaient, puisqu'ils étaient beaucoup plus grands que moi. Et même les villageois parfois m'insultaient, disaient ah, regardez-moi ce type-là, ce gars-là, est-ce qu'un élève peut être vilain comme ça, etc. etc. Parce que j'étais maigrichon, etc. etc. Mais j'avais pris goût à l'école. De telle manière que, bon, ben, même si ma maman me disait de m'arrêter, ben, je n'étais plus très chaud pour le faire. Et puis il y a eu ensuite le collège, vous êtes passé par Waïguya, un peu à Bobo Dioulasso, Tounouma. Oui, j'ai commencé, donc on a fait le CM2 en 1968 et sur les 38 élèves qui avaient été présentés, on a été donc 12 à réussir au certificat. Et 5 à l'entrée en 6e. Donc, entrée en 6e, nous avons été 5 et nous avons, moi et 2 de mes camarades, notamment Naon Daniel et Kaboré Cyprien, nous avons été envoyés à Koudgou, au cours normal de Koudgou. Et 2 ans après, pour des raisons de rassemblement des formationnaires, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 2 cours normaux. Le cours normal de Koudgou et celui de Waïguya, qu'on appelait cours normal Antoine Roche. Et à cette année, donc 70, ils ont décidé de réunir tous les formationnaires, c'est-à-dire les élèves maîtres qui étaient appelés à devenir maîtres. Et donc, comme il y en avait de chaque côté une classe, ils ont envoyé la classe de Waïguya à Koudgou. Du coup, il s'est trouvé un problème de classe. Et c'est notre classe, je ne sais pas sur quoi, qui était donc la 5e A, qui devait être la 4e A. Nous avons été envoyés à Waïguya. Et arrivé à Waïguya, il y avait déjà une 4e. On nous a appelé la 4e B. Et nous, on n'était pas chauds pour être 4e B. On a dit, nous avons été 6e A, 5e A. Il n'y a pas de raison qu'on vienne ici, qu'on devienne 4e B. Il faut qu'on soit donc 4e A. Une petite rébellion. Voilà, donc ça a été une rébellion. On a fait beaucoup de problèmes aux autorités. Et il faut dire qu'à l'époque, on avait pas mal de gens parmi nous qui étaient suffisamment assez récalcitrants. Je ne m'extrais pas du groupe. Et donc on a posé pas mal de problèmes, mais Dieu merci. Après donc, les 2 ans là-bas, on a fait donc le BPC en 72 et nous sommes partis. J'ai été envoyé au collège Tounouma et où j'ai fait le bac. Vous obtenez votre bac, vous allez suivre des cours en linguistique. Ça a dû paraître incompréhensible peut-être pour vos proches. Bah, je ne voulais même pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que je ne savais même pas ce que c'était que la linguistique. Moi, je voulais faire droit. Je voulais faire droit. Et il y avait à l'époque, dans les années 75, ce qu'on appelait l'orientation. C'est-à-dire il y a des psychologues qui venaient, qui faisaient des tests, etc., qui orientaient les élèves en disant « toi tu seras bien en A, toi tu seras bien en B, etc. » Moi, depuis la 3e, on m'avait dit de faire A. Effectivement, ce que j'avais fait, et A4, et donc je suis arrivé, j'ai eu mon bac A4, et effectivement, le psychologue qui venait en terminale m'a orienté en linguistique. Moi, je voulais faire droit, je voulais me rebeller, ils m'ont dit, bon écoutez, soit tu vas en linguistique, soit tu n'as pas de bourse. Donc on m'a fait la force, et on m'a envoyé donc en linguistique. J'avoue que, après l'avoir connu, docteur en linguistique. Non seulement ça a payé, mais par la suite, dès les premiers cours, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que le droit que je voulais faire. Et de toute façon, par rapport
ma mission sur Terre, bon, c'était beaucoup plus orienté et je crois que j'ai beaucoup aimé la linguistique que je pratique jusqu'à aujourd'hui. Vous pratiquez la linguistique, vous êtes docteur en linguistique. Quel sentiment vous anime quand on dit que le Burkina Faso a comme langue officielle le français? Est-ce que vous êtes frustré? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais disons que je pense que c'est quelque chose qui doit être tranché tôt ou tard, parce que nous ne sommes pas un pays francophone, je regrette. Et dans tous les cas, c'est très clair au niveau des statistiques, il y a très peu de gens qui parlent français au Burkina Faso par rapport au reste. C'est la force que nous a fait. Maintenant, ces problèmes-là sont des problèmes essentiellement politiques. Et je pense que c'est par manque de courage de nos politiciens que nous sommes encore aujourd'hui dans ce tâtonnement où on nous parle de francophonie et de tous les trucs. Tout le temps que nous allons perdre à ne pas prendre conscience que le français ne peut nous servir qu'à un certain niveau et que nous avons intérêt à nous axer sur nos langues. Tant que nous allons passer le temps à traîner sur ça, là, nous allons tâtonner, nous n'allons pas avancer. Nous ne sommes pas des pays francophones, nous sommes des pays africains avec des langues qui sont capables que toute autre langue, qui sont capables de propulser tous les pays comme les autres pays qui ont été propulsés par leur langue. Il n'y a aucune raison que nous continuions 60 ans après les indépendances à traîner le français qui effectivement nous pose beaucoup de problèmes et qui nous retarde énormément par rapport à un certain nombre de choses. En termes de problèmes, vous avez par exemple une famille où les parents sont d'ethnies différentes. Comment donc ils doivent s'arranger pour que l'enfant parle leur langue, une des langues en tout cas des parents, vu qu'ils sont tout le temps partis et que l'enfant a une éducation presque devant la télévision? Absolument, mais là c'est un problème, mais c'est parce que je crois qu'au niveau même de ce qu'on appelle nos intellectuels, il y a un problème qu'ils n'ont pas encore assimilé. Même si on dit que les langues importantes, les langues du moyen national sont importantes, beaucoup d'intellectuels n'en sont pas convaincus. À telle enseigne que nous avons vu, parce que j'ai fréquenté pendant un certain temps l'INAFA, l'Institut national d'alphabétisation et de formation des adultes, on s'est rendu compte que les intellectuels n'acceptaient pas d'envoyer leurs enfants dans les écoles où les langues nationales étaient enseignées. Ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Or, ce sont les intellectuels qui dirigent l'Afrique. Et pour cette raison, nous allons toujours être en retard parce qu'ils n'y croient pas. Et pour qu'ils y croient, il y a un certain nombre de conditionnements qui ne leur est pas encore donné, de telle manière que, pour une raison ou une autre, les gens disent que non, bon, les langues africaines ne peuvent pas traduire certaines réalités, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, est-ce qu'on peut traduire en moré cosinus singulaire? Je dis, mais comme dirait l'autre pauvre imbécile, pourquoi voulez-vous traduire en moré cosinus singulaire alors que cosinus singulaire ne fait absolument pas du tout le problème des mots-ci? Une langue, c'est un instrument qui utilise des éléments pour fonctionner. Il n'y a pas une seule langue qui se retrouve devant une réalité et qui n'a pas pu la nommer. Donc ça veut dire que si un jour ou l'autre, le Mouara, ou bien le Nouni, ou le Nouna du moins, ou bien le Samo veut traduire cosinus singulaire, il peut parfaitement le traduire. Ce sont des idées qui sont mises sur des mots. Et les mots, c'est nous qui les fabriquons. Et il n'y a pas une usine, l'usine n'est pas tombée en panne. Mais on dit que les technologies de l'information et de la communication sont un frein au développement, à l'épanouissement ou à la pérennisation, même on peut dire, des langues africaines. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce non, pas du tout. Des outils pris en otage par les langues dites populaires, c'est-à-dire le français, l'anglais, à la limite le mandarin. Oui, disons que nous sommes effectivement devant apparemment un mur parce que justement nous n'avons pas franchi le pas de pouvoir mettre nos langues là sur un certain nombre de réalités qui leur permettent d'être efficaces. Parce que nous sommes elles ne sont pas écrites. Nous sommes une tradition de l'oralité. Voilà, on dit, c'est faux. C'est une erreur fondamentale. La première écriture est africaine. Ouais, les papyrus, les Égyptiens. Non seulement les papyrus, mais il y a eu d'autres écritures comme les Bamoun, comme le Nko aujourd'hui que les gens essayent d'utiliser au Mali. L'Afrique n'a pas été toujours uniquement un pays d'oralité. Mais aujourd'hui, très peu d'Africains sont alphabétisés dans le décryptage des hiéroglyphes. Absolument. Mais ça dépend de nous. C'est comme je l'ai dit, c'est
nous les intellectuels qui dirigeons l'Afrique, qui n'y croyons pas. Je donne un exemple, par rapport à cette question précise. Nous avons, avec la génération Cheikh Anta Diop, souhaité que les hiéroglyphes soient enseignés à l'université de Ouagadougou depuis les années 1990. On a tout fait. On a fait des études, du moins des conférences à l'université. Nous avons rencontré des professeurs d'université, nous avons rencontré des autorités, nous avons rencontré même des ministres pour leur dire on peut aujourd'hui enseigner les hiéroglyphes. Mais on se rend compte que le hiéroglyphe aujourd'hui est enseigné dans beaucoup d'universités, y compris africaines. Nous avons par exemple à l'université Cheikh Anta Diop une chaire d'égyptologie. Au Cameroun, on enseigne l'égyptologie. Dans tous les cas, nous avons dit tout simplement créons la cellule d'égyptologie. Et même si pour le moment nous n'avons pas des gens qui peuvent assurer ça sur place, on va faire venir des missionnaires comme on l'a fait tout le temps. Nous avons une surprise pour vous. Vous avez parlé d'égyptologie. Nous allons vous permettre de suivre quelqu'un qui partage la même passion de cette discipline-là avec vous, qui vous connaît. Et c'est maintenant dans la rubrique à vie, vous allez réagir tout à l'heure. Le docteur BTO Dénébié, parce qu'il faut dire que son nom c'est BTO Déni, et après il a mis le Déni là en apostrophe, donc ça devient D points, parce qu'il pense qu'il a fait entre-temps sa rupture spirituelle pour embrasser la religion traditionnelle africaine. Je l'ai connu parce qu'il était responsable de l'Institut des peuples noirs. C'est dans le cadre des activités de promotion de la culture noire, de l'histoire de l'Afrique, de la promotion de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, que j'ai été amené à fréquenter l'Institut des peuples noirs et donc à faire la connaissance du docteur Nébié. Je dirais simplement, c'est celui que nous appelons le Ham, le maître, notre maître à penser, notre mentor, le grand frère de tout le monde au niveau de la génération Cheikh Anta Diop. Je peux dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est vrai que notre maître absolu, c'est Cheikh Anta Diop. C'est Cheikh Anta Diop qui est notre maître à penser, qui nous unit. Mais Nébié est un peu celui qui nous a fortifiés, qui nous a maintenus, soudés, comme une famille. Donc c'est en même temps le grand frère, mais presque comme le tonton ou le papa. Une conférence qu'il a eu à donner sur la question religieuse, j'ai vu dans la salle, parce que c'était une des premières fois où on attaquait, pour ainsi dire, où on mettait à nu les défauts des religions dites révélées. Je vais parler de l'islam, du christianisme. Et j'ai vu que dans la salle, il y avait une atmosphère très bizarre. Et Nébié était impassible. Il était tranquille, il n'était pas inquiété du tout. Et il a continué à dire les choses sans passion, tranquillement. Et j'ai vu que finalement, les gens se sont dit, mais ce n'est pas un provocateur, c'est quelqu'un qui est venu pour passer un message. Décryptons bien et on va comprendre qu'en réalité, il y a une parenté religieuse, une parenté génétique entre toutes les religions, et on gagnerait à se respecter au niveau de la pratique religieuse. Ça m'a marqué parce que j'ai vu comment la salle de l'inquiétude est passée à un stade de compréhension. Le grand prêtre, on attend toujours ce fameux livre sur la génération Cheikh Anta Diop. Tu es le plus indiqué, tu es notre mentor, tu es notre grand frère, notre tonton. Tu nous as encadrés depuis le début, depuis 20 ans, on est ensemble. Je pense que tu es le plus indiqué pour dire quel est le travail qui a été fait dans le cadre de la génération Cheikh Anta Diop. On attend donc ce bouquin-là. Vous ne vous doutiez pas que c'était lui l'invité surprise? Non, pas du tout. Parce que je dois préciser que vous n'avez aucune idée des personnes que nous avons interrogées à votre sujet. Absolument. Bon, ben, je suis assez... comment je vais dire ça? Bon, ça ne m'étonne pas de Ménès. Parce qu'effectivement, Ménès et Osiris, c'est une paire. Pour moi, Père les à l'âme deux, d'Osiris. voilà, Père à l'âme d'Osiris, malheureusement, qui nous a quittés il y a moins d'une année. Mais je les ai connus. Bon, j'ai connu d'abord Osiris. Et j'ai connu Ménès par rapport, avec Osiris.
Osiris à l'état civil pour... Voilà, et Sawadogo Issouf. Oui, lui, je l'ai connu en première. Et c'est 2 ans après, en terminale, du moins à l'université, que je l'ai connu avec Ménès. Et dès le premier jour, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai remarqué entre ces deux-là. Ils n'étaient jamais d'accord. C'était les gens les plus antagonistes et c'était les meilleurs amis. Ils le sont restés jusqu'à la fin de la vie d'Osiris. Alors donc, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, c'est eux qui ont constitué l'ossature de la génération Cheikh Anta Diop. Parce que quand j'étais à l'Institut des peuples noirs, on avait décidé d'impliquer la jeunesse dedans. Et donc on avait créé ce qu'on a appelé les clubs IPN, que j'animais, dont j'étais le responsable. Et c'est dans ce cadre-là que je les ai connus, que je les ai encadrés. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont décidé de former la génération Cheikh Anta Diop parce qu'ils trouvaient que ça allait un peu plus en avant par rapport à ce que la génération, par rapport à ce que l'IPN faisait, parce que l'IPN était un peu, à certains moments, un peu plus général et ils voulaient des choses plus précises, notamment axées sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui était effectivement, comme Ménès l'a dit, notre grand maître à nous tous, que nous avons tous découvert avec étonnement, avec passion. Moi, je me rappelle, c'est en 1984 que j'ai rencontré Nation Nègre et Culture par terre, que j'ai payé à la librairie par terre, que j'ai lu sans pouvoir dormir. J'ai lu ça toute la nuit. Et je voulais toujours voir ce qu'il y avait après. À telle enseigne qu'à la fin de la nuit, je suis parti dire à l'INAFA que j'étais malade. J'ai demandé donc une autorisation. Je suis venu donc le temps de manger, de me reposer et continuer à lire. J'ai lu ça. J'ai lu Nation Nègre, qui est un gros truc comme ça là, une brique de 600 pages et quelques, en 2 jours. Donc effectivement, l'œuvre de Cheikh Anta Diop m'a accaparé. Et chaque fois que je faisais une conférence, l'axe central, c'était effectivement Cheikh Anta Diop. C'est pour cette raison qu'ils ont créé la génération Cheikh Anta Diop. Bon, je dis qu'ils ont aujourd'hui atteint le niveau où ils ont dépassé le maître. Je suis étonné que Ménès se demande encore que moi j'écrive quelque chose sur la génération Cheikh Anta Diop. Il attend ce livre-là. Or, je me dis qu'il ne peut pas y avoir un disciple de façon permanente. Quand tu es disciple, c'est pour un certain temps. Un homme qui est disciple toute sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas loin d'un tyran. Ouais, enfin, en tout cas, je dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay. Je pense qu'il doit pouvoir à un certain moment devenir maître lui-même et avoir des disciples. Et je pense qu'ils sont arrivés au niveau où je leur dis, quand il y a quelque chose, tu vas venir, on va aller. Je dis non, écoutez, je fais confiance, allez-y. La transmission du savoir doit se perpétuer. Exactement. Et ça doit se dépasser même. Puisque après avoir donné, au bout d'un certain moment, celui qui a appris doit pouvoir dépasser le maître. On le constate avec les téléspectateurs, vous êtes un passionné de la culture africaine, de l'histoire du peuple noir. Moi, je fais un tour un peu pour visiter votre blog que vous animez avec brio. Et j'en ai extrait quelques passages que donc nous souhaitons partager avec les téléspectateurs. Vous dites, entre autres, que l'élite africaine est devenue, depuis belle lurette, le spécialiste du prendre le taureau par la queue et non par les cornes. Qu'est-ce que vous voulez traduire à travers ces propos? Mais vous l'avez dit, on prend le taureau toujours par les cornes, oui, parce que c'est la meilleure manière de le maîtriser. Mais rendez-vous compte que depuis les indépendances, où nous sommes devenus soi-disant indépendants, nous sommes toujours colonisés dans la tête. Je donne quelques exemples bien simples. Vous savez qu'à un certain moment, on nous a appelés les pays sous-développés. Et puis on nous a appelés les pays en voie de développement. Avant ça, du tiers-monde. Le tiers-monde avant. Sous la guerre froide. Et aujourd'hui, on est en train de parler du concept la coopération gagnant-gagnant. Mais imaginez que tous ces mots, tous ces concepts, aucun n'a été fabriqué par nos intellectuels. On nous fabrique des trucs à l'extérieur, on vient nous plaquer et nous sommes les spécialistes pour défendre ces choses-là, pour montrer en quoi ça là c'est vrai. Aujourd'hui, on parle de démocratie. La démocratie, c'est quoi réellement par rapport à l'Afrique? Est-ce que, honnêtement, on ne peut pas faire quelque chose de mieux que la démocratie? Apparemment, depuis nos intellectuels, nos politiciens sont persuadés
qu'il n'y a que la démocratie. Dans peu de temps, on va dépasser la démocratie, nous allons encore suivre. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis que au moment où nous avons tous été à l'école, on a été fascinés par l'Occident. Et c'est vrai que la connaissance aujourd'hui est en Occident. C'est normal d'aller chercher cette connaissance. Ce qui a été le cas, puisque l'Occident même a pris ça chez nous, en Égypte pharaonique. Et ils ont adapté. Le problème, c'est que nous n'adaptons pas notre connaissance à nos réalités. Au point que vous dites que l'Afrique sera récolonisée. Mais bien sûr, si on continue comme ça... Vous êtes afro-pessimiste? Non, pas du tout. Je ne fais que lire une tendance qui a pris une certaine trajectoire. Et si on continue cette trajectoire-là, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas récolonisé dans les années à venir. Puisque nous avons beaucoup de choses dont les gens ont besoin. À commencer par les pays qui sont des grands producteurs qui ont de la matière première. La matière première, toute la matière première, Dieu a mis ça en Afrique. Je ne sais pas, c'est lui qui sait pourquoi, mais il a mis tout en Afrique. Mais nous, on est là. Quelle est la matière que nous maîtrisons, que nous sommes en train de pouvoir transformer pour pouvoir rendre les bénéfices à nos populations? Rien. Certains penseurs disent que le mal du continent africain, le mal au niveau de l'homme noir, c'est son mimétisme par rapport à la civilisation occidentale. C'est la reproduction mécanique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais oui, il faut la connaissance, c'est normal de l'acquérir. On l'acquiert dans un domaine. Mais ce domaine-là n'est pas le nôtre. Il faut l'adapter à notre domaine, à nous. Même la religion. Regardez, bon, je ne voulais pas attaquer les gens, mais quand même, il y a toujours des choses qui sont bizarres, quoi. Vous savez pourquoi, par exemple, les Arabes s'habillent en blanc? Parce que ça correspond à leur climat chaud et avec beaucoup de soleil qui brille. Le blanc renvoie la chaleur, enfin le rayonnement solaire. Mais c'est devenu aujourd'hui, pour être musulman, il faut être habillé en blanc. Je ne vois pas le rapport. Il y a un message que Mahomet a donné. Nous sommes les Africains dans des domaines bien précis. Nous pouvons quand même adapter la chose à notre contexte. C'est ça que les intellectuels, que toute l'Afrique ne fait pas. Nous sommes là en train de copier. Quand on en arrive là, il y a de quoi pleurer. Parce que les intellectuels là, qui dirigent l'Afrique, là, tant qu'on ne va pas les tuer, je ne dis pas physiquement, mais spirituellement et mentalement, l'Afrique va toujours être, en tout cas, j'allais dire, le gâteau des autres. Et ça, ce n'est pas normal, parce qu'aujourd'hui, là, nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir maîtriser notre destin et faire en sorte que, contrairement à ce que les gens croient, l'Afrique soit maintenant le leader du monde. Parce que l'Occident a des valeurs, c'est vrai, mais la civilisation occidentale a des tares qui font que, par exemple, l'homme n'est pas l'élément central. L'homme est devenu l'élément, j'allais dire, l'instrument de ses propres instruments. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Le matériel, c'est l'homme qui fabrique le matériel. Nous ne pouvons pas devenir l'instrument de notre propre instrument. C'est que l'Occident est devenu. Et nous sommes en train de devenir la même chose. Mais vous avez été baptisé, vous, par exemple. Vous êtes chrétien. Mais est-ce que cela vous empêche d'entrer dans la case du fétiche quand vous allez à Bunga? Bon, d'abord, je ne suis plus chrétien aujourd'hui. Vous n'êtes plus chrétien? Non, pas du tout. Parce que j'ai été chrétien à un certain moment. J'ai suivi la chrétienté, j'ai 5 Bibles. Aujourd'hui, je ne suis plus chrétien parce que j'ai trouvé que le message de Jésus a été traficoté et ce qu'on nous présente aujourd'hui ne m'intéresse pas. Je préfère être de la religion de nos pères, celle qui a été la première du monde, celle de laquelle tout le monde s'est inspiré. Je préfère revenir à ça. Imaginez un jour, j'ai discuté avec un pasteur sur la religion. Et il m'a dit, Monsieur Nebié, en fait, la religion traditionnelle, là, c'est pas qu'on ne sait pas qui a la vérité là-bas. On sait. Il dit, lui, son papa, c'est celui qui tient le couteau au village. Mais le problème de la religion traditionnelle, là, c'est sa rigueur. Il dit, par exemple, lui, il est chrétien. S'il va faire exemple, il fait une faute, il va, il demande pardon, et puis il continue. Comme au niveau de la religion traditionnelle, là, s'il y a certaines fautes là, d'une certaine gravité, quand vous la faites là, vous-même vous connaissez les conséquences. Vous allez partir. Donc les gens, cette rigueur-là, les gens ont peur de ça. Ils préfèrent laisser ça pour suivre quelque chose auquel on n'y croit pas. La place de la femme dans le continent, la femme africaine, est-ce que vous pensez que
elle peut un jour sauver ce continent. Absolument. Et comment? D'abord parce que la femme, du point de vue de l'Afrique, la femme a été toujours au devant de la société. Chaque peuple conçoit la femme à sa manière. La conception de la femme en Asie, en Europe, n'est pas pareille qu'en Afrique. Et cette différence-là fait que, au niveau de la relation sociale, on sait qui domine et qui est dominé. Comment expliquez-vous alors le fait que les hommes soient obligés en Afrique de payer la dot, alors que sur d'autres continents, c'est carrément l'inverse, le contraire? Précisément. Précisément parce que le mariage, l'échange entre deux familles, avant de devenir vos histoires de cœur, ouais, sans toi je ne peux pas vivre là. Et c'est une affaire de famille. Ce sont des familles qui se donnent effectivement de l'aide en échangeant des enfants pour renforcer les liens familiaux. Mais la société conçoit que dans cet échange-là, il y a un qui doit compenser son infériorité par quelque chose. Quelle infériorité? L'infériorité, on considère que comme si dans une balance, on met la femme et on met l'homme, en Occident, c'est l'homme-là qui est plus lourd. Donc il faut que la femme amène quelque chose dans la balance avec elle-même là pour pouvoir compenser ce qui est la dot. Et en Afrique, c'est tout à fait le contraire. On considère que c'est l'homme qui est inférieur. Parce que du point de vue de la conception africaine, la femme était beaucoup plus utile pour la société que l'homme. De telle manière que quand nous sommes en train de donner notre fille à quelqu'un, nous sommes en train de perdre. Il faut que cette personne-là compense son infériorité donc par quelque chose. C'est ça qui fait la dot. Et c'est la raison principale d'ailleurs qui montre que du point de vue de l'Afrique, la femme a toujours été beaucoup plus considérée. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de reines. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu, par exemple en Afrique, un roi célibataire. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas diriger sur un pays en tant que célibataire. Il y a combien de présidents célibataires dans le monde aujourd'hui que vous connaissez? Il y en a plein. L'Afrique dit non, ce n'est pas possible. Si effectivement, avec l'évolution, un certain nombre de choses ne se font plus comme avant, par exemple, je donne un exemple précis par rapport à l'Afrique ancestrale qui est l'Égypte. Avant de connaître le nom du pharaon, on connaissait le nom de la reine. Parce que pendant que moi je suis pharaon, je choisis une de mes filles que je dis être ma femme, qui va être la future reine. Et à ma mort, c'est lorsque cette fille-là va choisir quelqu'un que tu deviens pharaon. Tu deviens pharaon. Donc ça veut dire que la femme, c'est elle qui détenait le pouvoir. À tel enseigne qu'avec même un certain nombre de choses que nous avons perdues, jusqu'à aujourd'hui, dans un certain nombre de structures, accords assez hiérarchisés, on voit l'importance de la femme. Mais la Par femme exemple, vous déçoit, est-ce que la femme aujourd'hui ne vous déçoit pas? La femme en devenir. Cette femme a perdu toutes les pédales. Je donne un exemple bien simple. Si ma maman s'est mariée à mon papa, c'est une Néa. Elle est restée Néa jusqu'à sa mort. Elle n'a pas changé de nom. Aujourd'hui, les femmes là, quand vos femmes se marient là, elles perdent leur nom. Maintenant, elles essaient de revenir. Bon, pour dire non, il faut garder Congo Bambara. Bon, je n'attaque pas Madame Bambara que vous avez reçue. Bon, Congo Bambara. Mais tu es Congo. Pourquoi faut-il que tu deviennes Bambara? Parce que tu es marié, pourquoi? Oh, nos femmes là, avec la modernité, elles ont pris des choses sans les comprendre. Pourquoi la femme occidentale perdait son nom quand elle se mariait? À l'époque, quand la femme occidentale se marie, elle réunit les dieux de ses pères devant l'autel de son mari. Elle perd donc son nom. Elle prend le nom de son mari. Parce que, du point de vue traditionnel, elle n'a plus rien à voir avec effectivement sa famille originelle. À telle enseigne que deux sœurs de même père, de même mère, qui se marient dans deux familles différentes, une fois qu'elles ont des enfants, du point de vue occidental, ces enfants-là n'ont aucun lien familial reconnu par la société. Alors que, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un a un enfant, l'enfant là, que tu as là, ce n'est pas toi qui es véritablement le véritable propriétaire de cet enfant-là, c'est son oncle maternel. À telle enseigne que si l'enfant a des problèmes dans sa famille paternelle, il retourne sur ses oncles maternels. Et là, il est plus à l'aise
que chez ses parents. À tel enseigne que jusqu'aujourd'hui, dans certaines sociétés comme la société Nouna ici, quand quelqu'un meurt, tant que tes oncles maternels n'ont pas donné l'aval, on ne peut pas t'enterrer. Donc ça veut dire que la femme là, la considération de la femme du point de vue traditionnel là, est beaucoup plus efficient, beaucoup plus profitable à la femme que la conception africaine qui nous est venue de l'Occident, malheureusement copiée platement encore. Mais comment vous expliquez-vous le fait que certains conservateurs en Afrique, d'un point de vue sentiment, ont du mal à extérioriser leur amour pour leur conjointe? Le romantisme en Afrique, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà offert des roses à madame? Bon, vous avez déjà à genoux des gestuels romantiques dans des jardins, lui dit des choses comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Bon, d'abord, vous pensez que c'est un emprunt? Non, d'abord parce que moi, je ne ferais pas ça du tout. Pourquoi? Parce que si je faisais ça, ma femme, là, d'abord, elle ne comprendrait pas ce que je ferais. Parce que bon, elle est du milieu traditionnel. Et puis ensuite, je ne vois pas vraiment l'intérêt. On ne se marie pas pour ça. Ça, ce sont mais de temps en temps, les femmes, elles ont besoin d'être choyées, d'entendre leur dire vos femmes à vous, je t'aime. Vos femmes à vous, oui. Et nous, les nôtres là au village, elles ont besoin d'autre chose que de je t'aime, des fleurs, des trucs comme ça. Bon. Un extrait, rubrique Adi maintenant. J'ai connu Nebié Betao Déni depuis 1970 par l'intermédiaire d'un grand ami qui n'est plus malheureusement de ce monde, paix à son âme, c'est Louis Pierre Claver. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, est née et s'est développée une grande amitié. Je me rappelle, en 1973, moi j'avais fait la contingence spéciale. On s'est retrouvés avec l'autre ami, Louis Pierre Claver. Et je disais à Denis que, ben, mon vieux, j'avais appris, n'est-ce pas, du close combat. Et que, à présent, j'étais à mesure, n'est-ce pas, de le mettre à terre. Et quand on a commencé, j'avoue que j'ai été le premier, n'est-ce pas, à me retrouver par terre. Je crois qu'il s'en souvient toujours. Hein? Et on a beaucoup rigolé par rapport à ça. Nebié Déni a deux grandes qualités que j'admire beaucoup chez lui. D'abord, c'est un homme cultivé et qui est prêt, n'est-ce pas, à partager ses connaissances avec les jeunes et toute personne qui désire, n'est-ce pas, le faire. Il a beaucoup lu et il continue de lire. Et la deuxième qualité que j'admire chez Denis, c'est que ses opinions, il les exprime toujours à haute voix, avec fierté. Et quand souvent nous entretenons, n'est-ce pas, des discussions, j'avoue que il y a une chose que j'admire chez lui, même quand moi je peux me dire, n'est-ce pas, qu'il a tort, mais ce qu'il dit, il le dit toujours avec conviction. Et ça, si un jour il se rend compte qu'il a tort, il le reconnaît. Je voudrais également, n'est-ce pas, signaler un grand défaut, ce que moi je trouve, n'est-ce pas, comme défaut chez Denis, c'est que quand il milite pour une cause, ou quand il a de l'admiration pour un personnage, alors là, l'engagement est total et sans réserve. Écoute, Denis, je voudrais te souhaiter une santé de fer et t'encourager dans ton combat pour l'épanouissement de l'homme africain. Nebié Bali, c'est un de vos amis? Oui, je peux dire aujourd'hui que c'est pratiquement mon seul ami qui reste. Hein. Effectivement, comme il a dit, on s'est connus en 70 par l'intermédiaire de Claver, qui est décédé depuis 91 malheureusement. Et dès qu'on s'est connus, on s'est apprécié. On s'est apprécié et on s'apprécie toujours. Mais comme Osiris et Ménès, Jules et moi, on est rarement d'accord. On est rarement d'accord.
Et on discute très très fort. Lui, il estime par exemple que la sorcellerie, c'est de la préjudication. Ouais, ce sont des choses qui passent dans le son de vie, il a dit. Voilà, il a dit. Et vous, moi, je lui ai toujours dit que c'est une bêtise qu'il n'avait pas compris. Et donc, on continue. Vous rejoignez Konomba Traoré? Non, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt du côté de Konomba. Parce que... Un jour, on va vous mettre tous les trois en confrontation. Ah, ça serait bien. Non, là, on va le descendre carrément. On va le déchirer en petits morceaux. Je crois qu'en ce jour, il ne se relèvera plus. Parce que Konomba me disait que bon, lui, il est prêt à faire une démonstration, en tout cas devant lui, pour lui démontrer qu'il a tort. On va les recevoir. Pourquoi pas? Qui sait? Pourquoi pas? Mais il dit que vous avez un défaut. Oui. C'est que quand vous vous engagez... Il a raison. Il a raison. Moi-même, je le reconnais. Je ne sais pas me réserver. Sans limite. Je ne sais pas me réserver. Et en politique, quand je suis rentré en politique, c'est lui qui me dit toujours « Ah, fais attention ici, fais attention ». Je n'ai jamais cru, je lui dis « Tu avais toujours tort ». Jusqu'à ce que, par la force des choses, moi-même, je me rends compte que c'est lui qui avait raison. Et vous avez été déçu politiquement par là? J'ai été très déçu politiquement par là. Parce qu'effectivement, je n'ai jamais voulu faire la politique telle qu'on l'a fait, notamment... Vous savez comment on définit la politique chez nous? On dit que c'est le mensonge, la roublardise, c'est les feintes, c'est le vol, etc., etc. La politique, du point de vue africain, n'est pas du tout positif dans sa définition. Et j'ai posé la question aux villageois quand je faisais la politique, enfin quand je faisais la campagne pour être député en 2002. Le parti de la Renaissance nationale. Le parti de la Renaissance nationale. Mais Laurent Gbagbo disait toujours qu'il faut partir de l'Afrique, que nous ne pouvons pas nous en sortir en ignorant l'Afrique. C'est ce qu'il a appelé la troisième voie. Donc moi je suis rentré avec lui, le tertiarisme, je suis rentré avec lui en pensant effectivement que c'était la juste voie qu'il fallait suivre. Mais je me suis rendu compte malheureusement que si Laurent dit qu'il faut partir de l'Afrique, malheureusement lui et puis ses principaux lieutenants, ils connaissaient très peu de l'Afrique. Ils ne connaissaient pratiquement pas l'Afrique. Et à tel enseigne que j'ai eu l'impression qu'ils en avaient peur. Quand on parle des choses de l'Afrique, ils ne veulent pas qu'on... Ah, ça c'est la sorcellerie, Denis avec tes sorcelleries là. Non. Donc tu ne peux pas dire que tu fondes ta politique sur effectivement l'Afrique et tu ne connais pas l'Afrique. Notamment, quel est le lien entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique d'aujourd'hui? Bon, les gens n'ont pas intégré ces éléments-là. Donc moi je pensais que de l'intérieur, je pouvais changer les choses. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Bon, mais donc je suis parti. Surpris que quelqu'un comme vous, par exemple, vous êtes titulaire d'un doctorat en linguistique, vous êtes un intellectuel de haut rang, et qu'à côté de cela, vous croyez en des choses dont les démonstrations scientifiques paraissent peu évidentes, notamment le monde mystique, la sorcellerie. Certains estiment que c'est étonnant que des intellectuels de votre rang continuent de croire en la sorcellerie, en des choses comme ça. La science telle que effectivement l'Occident nous l'a définie, c'est une définition qui effectivement convainc l'Occident. Mais ce n'est pas du tout, évidemment, la même chose partout. La science, là, telle qu'effectivement l'Occident dit, il faut démontrer ceci en amenant les trucs. L'essentiel est fondé sur du matériel, une démonstration du matériel. Or, nous savons très bien que dans le monde, là, il n'y a pas que la matière. Il y a la matière, il y a l'esprit, il y a d'autres choses. Et la relation entre les deux est obligatoire. Et l'Afrique, je pense, est l'un des continents qui a pu allier suffisamment la spiritualité avec la matérialité de la réalité. Avant de passer au prochain extrait, en quelques mots, j'ai également parcouru votre blog où j'ai lu. Vous dites que l'Afrique n'est pas peuplée. L'Afrique est sous-peuplée. L'Afrique est sous-peuplée. Absolument. Et est-ce qu'il n'y a pas contraste, il n'y a pas hiatus entre ces propos et ce que les autorités politiques, les décideurs politiques nous laissent entendre ou croire, et même certaines organisations non gouvernementales qui appellent à la limite, à la limitation des naissances. Absolument. À l'observation d'un certain planning. Absolument. Absolument. Ça peut être dangereux, donc le planning familial. Absolument. En l'occurrence, je pense que les Occidentaux, enfin du moins les dirigeants ont tort. Les dirigeants ont tort. Si vous, Richard, je vous demande quelle est la superficie de l'Afrique, est-ce que vous savez? Vous êtes un intellectuel, vous n'êtes pas n'importe qui. La superficie de l'Afrique, là, c'est combien? Vous allez nous donner la réponse. J'ai posé la question à tous les intellectuels, pas vous seulement. Hein. Personne n'a pu me le dire. Or, c'est important. Si nous prenons par exemple la Chine a 9 millions
de kilomètres carrés. La Chine est aujourd'hui en train de naviguer vers 2 milliards d'habitants. Mais si on prend la Chine, on prend l'Europe dans son entièreté, on prend l'Amérique, on met ensemble, ça fait 29 500 000 kilomètres carrés en superficie. Et ils ont près de 3 milliards et quelques, effectivement, en population. L'Afrique, si on met tout ce monde ensemble-là, l'Afrique dépasse toujours, puisque l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. Si on met tout ce monde ensemble avec les 3 millions d'habitants, nous avons encore 500 000 kilomètres carrés en plus. Puisque l'Afrique fait en tout cas 30 millions de kilomètres carrés. Vous avez combien d'enfants? Dieu m'a donné 14 enfants, j'en ai perdu un. J'en ai 13 aujourd'hui. 8 filles, 5 garçons. On a eu la chance de rencontrer un de vos fils et quelqu'un d'autre que vous connaissez probablement, Avi. Et mon papa Nebie BTO, bon, c'est quelqu'un qui est un homme intègre, qui n'aime pas le mensonge. C'est quelqu'un qui ne change pas ses principes. Voilà, la voie qu'il a empruntée depuis, bon, c'est sur cette voie qu'il est toujours. Monsieur Nebie, c'est mon beau, mais avant tout ça, c'était un tonton de tout, puisque nous sommes de la même zone. Donc je l'ai connu il y a très longtemps. Socialement, c'est un papa qui essaie du mieux qu'il peut pour l'éducation de ses enfants. Sa fille et moi, on a eu connaissance, ça n'a pas été facile. Jusqu'à même, il m'a cherché de sa cour. Et par l'intermédiaire de mon tonton Gilles, j'ai pu reconquérir ce qui m'appartenait. Vous savez que quand on est enfant, bon, on ne se rappelle pas bien des choses comme ça. Mais bon, ce que moi je peux dire, c'est quand je devais reprendre ma seconde. Il a pris le bulletin, il a constaté que, bon, j'avais flashé dans beaucoup de matières. Voilà, mais en EPS, j'avais une très forte moyenne. Donc il a dit, comme c'est comme ça, bon, comme je vois que tu excelles en EPS, je vais aller te chercher une d'abord comme ta poitrine. Là, tu vas aller aider le frère qui est au village. Voilà, ça dit, au fait, quand le vieux, quand il te reproche quelque chose, ça dit même quand il t'appelle, ça te dit déjà quelque chose. Par ses actions, sa sagesse et même sa prise de position dans certaines décisions, il fait que vraiment ça nous marque beaucoup. C'est un tonton modèle que je peux dire de la zone. Je remarque aussi que c'est quelqu'un, c'est-à-dire il est un peu dur d'esprit. Voilà, c'est-à-dire face à quelque chose, bien vrai que, au fait, c'est pas il a plus d'expérience que nous, c'est bien vrai, c'est ça la vérité. Mais ça dit, bon, avec le monde qui se modernise là, ça dit face à quelque chose, nous aussi on peut apporter notre petite contribution, quoi. Donc quelque part aussi, face à quelque chose, j'aurais aimé vraiment qu'il nous tende un peu une oreille attentive par rapport pour des propositions. Récemment, ce qui nous a beaucoup marqué, il a même traduit l'hymne national en langue goronsi. C'est formidable. Bon, ce que je voudrais dire à papa, que vraiment il nous accorde plus de temps. Voilà, parce que il n'a pratiquement jamais le temps pour ses enfants. C'est-à-dire, on sent, bon, bien vrai, c'est le papa, mais bon, on ne sent pas tellement ça. Voilà. Ailleurs, quand on va dans les familles, on voit le papa avec ses enfants qui sont en train de discuter. C'est un peu rare chez nous. Nous voulons vous dire que de rester sur la même ligne, rester ce que vous êtes toujours et que vous avez été toujours. Prodiguez-nous les conseils vraiment qui peuvent toujours nous aider, aussi à aller de l'avant. Beaucoup de mes soeurs, quand ils veulent approcher du papa, ils ont très peur. Voilà, et je trouve que c'est pas comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Voilà. Donc, qui l'adoucit un peu sa manière d'être là, vraiment, ce serait mieux comme ça. Tonton, abawaton, nous sommes besoin. Il y en a qui habitent et bien. Les mafou yega, banja badememo, mais que tu es quand on a tout, doit gagner, mais il y a des gens là. Abakana bana. Votre beau-fils, c'est-à-dire l'époux de votre fille, et un de vos fils qui porte un nom
inspiré de la civilisation égyptienne. Absolument. Oui, c'est pas... Il fait partie de ce qu'on appelle, que j'appelle les Égyptiens en quelque sorte, quoi, parce qu'il y a deux types d'enfants dans mon show, les gréco-latins, Hélène, Patricia et Yannick. Et puis après, les négros pharaoniques, c'est eux. C'est-à-dire Akhenaton, Amonet d'abord, Akhenaton, lui il est le deuxième, Khufu, etc. Toute la flopée là, à part les trois là, les 10 là ont des noms égyptiens. Ce sont les négros africains. Et il vous ressemble en quelques points. Ah bon? Il est franc et il est direct. Oui, bien sûr. C'est bon, je suis un peu dur. Vous êtes un peu dur? Oui. Les filles ont peur de vrai. vous approcher. Pourquoi? Parce qu'on l'a constaté, nous on fait la confidence aux téléspectateurs. On aurait souhaité avoir une des filles, mais qui a dit que non, non c'est bon, ça va, prenez un de mes frères, moi ça va. Nous nous sommes posé des questions. Alors est-ce que vous êtes le cocotier? Je prends l'image parce qu'on estime que certains parents sont des cocotiers, ils donnent plus l'ombre à ceux qui sont loin qu'à ceux qui sont à l'intérieur. Bon, c'est un problème de civilisation, je crois. Je pense que il y a ce qu'on appelle les droits des enfants dont on entend parler. Mais à notre temps, il y a des choses qui sont plus importantes qu'on appelle les droits des enfants. Les enfants ont d'abord des devoirs. Il faut apprendre à devenir un homme de telle manière à ce que les papas et les mamans qui tôt ou tard seront obligés de partir avant toi te laissent dans des conditions les meilleures pour pouvoir gérer la vie. Donc l'objectif c'est ça. Ce n'est pas de discuter, d'échanger, de trouver le point de vue des choses. Moi c'est vrai qu'à un certain moment je peux te demander un point de vue. Mais à faire des discussions, je suis là, je suis en train de discuter. Bon, l'enfant dit ça, moi aussi je dis ça. Je considère que par rapport à l'essentiel dans la famille, c'est moi qui sais. Et c'est moi qui leur dis. Ah, c'est un peu tyrannique. Hein? Les gens peuvent penser ça. C'est une façon de voir la vie que moi je préfère à l'autre façon où... Mais ils auraient souhaité avoir leur papa, peut-être qu'ils l'ont vu ailleurs, peut-être qu'ils vous aiment ainsi. Bon. Ils veulent profiter de vous. Ouais. Ils ont l'air raison. Bon, on va prendre ça comme ça. Bon, on prend ça comme ça. D'accord. On ne va pas s'entendre sur ce point. Bien sûr. La rubrique cliché où vous commentez des photos. Ok. Cette photo, je suis à l'Institut des peuples noirs avec le regretté Osiris dont nous avons parlé. Nous sommes devant le panneau de l'Institut des peuples noirs. C'est pratiquement l'institut qui a géré l'essentiel de ma carrière. Je suis allé là-bas en 1986 et j'ai quitté en 2004. Donc toute ma carrière a été gérée. Et Osiris a été justement, comme je l'ai dit, une des survies ouvrières de ce que j'ai pu faire au niveau de l'Institut des peuples noirs. Alors, cette photo, je suis avec mon papa, j'étais étudiant. J'étais rentré donc, pour préparer ma thèse, c'était en 1981. Je suis devant sa porte et c'était des amis français qui étaient venus nous voir. C'est un de ces amis français qui a fait cette photo. Et c'était au moment où d'ailleurs c'était très difficile d'avoir des photos en couleur. Ils ont fait les photos, ils sont partis en France laver et ils m'ont envoyé. Bon, vraiment, c'est ça. L'intérêt de ça, c'est parce qu'il y a mon papa et ensuite le fait que, effectivement, c'était les premières photos en couleur. Voilà, cette photo-là, je suis en compagnie de mon ami Nebye Bali, que vous avez effectivement vu commenter. Et effectivement, nous sommes devant ma femme qui vend de la bouillie. Et il était en train d'acheter cette bouillie-là. Et vous voyez derrière lui une voiture. Lui, il avait déjà acheté sa Renault. Je crois que c'était sa première voiture. Et effectivement, bon, il l'avait amené. Et donc, on échangeait par rapport à ça. Bon, lui, franchement, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de particulier dans ma vie. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Vous avez quelques minutes et quelques secondes pour répondre à une série de questions que nous appelons les questions classiques de cette émission. Alors, dites-nous en quelques mots, à ce jour, quel est le moment ou l'événement le plus douloureux de votre existence? Ça, c'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup. S'il faut choisir un, je pense que ça a été le décès de Claver, puisqu'on a fait toute notre enfance, pratiquement toute notre vie ensemble, et sa mort a été vraiment très atroce pour moi. Nous avons été l'amener pour enterrer au village. J'étais en compagnie de Bali.
c'était vraiment pas facile. Clavel, c'était votre ami. Voilà. Et un moment heureux. Moment heureux. Ça aussi, il y en a beaucoup. Bon, quand on dit heureux, là, c'est d'abord c'est difficile à suggérer. Est-ce que c'est le plaisir intense interne qu'on a ou le plaisir d'une intensité tellement inouïe que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui d'oublier en ce moment? Ah ben, la preuve que c'est pas aussi intense que vous le dites, c'est que je ne vois plus exactement. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais je ne vois pas celui-là. Le début de votre mariage, la naissance d'un enfant, des choses comme ça, est-ce que vous ne ressentez pas quelque chose? Bien sûr, tout ça, ça a été des moments, des bons moments, mais bon, celui qui transcende tout ça, là, moi, je ne vois pas. Bon, il n'y en a pas. Ok. Quelle facette de votre vie souhaiteriez-vous voir changer si les choses étaient à reprendre? Je ne sais pas si j'aurais aimé encore aller à l'école. Parce que ça m'a appris, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de douleur derrière quand on sait qu'il y a certains trucs là qu'il faut faire et que tu ne peux pas faire. Tu es assis devant, tu ne peux rien faire. Notamment au niveau de la gestion de l'Afrique, honnêtement, il valait mieux ne pas savoir certaines choses. Mais en allant à l'école, en devenant ce que je suis, on est obligé de gérer ça. Vous en savez un peu trop. Voilà. On va dire. Ça dérange en tout cas. Ça dérange. Okay. Et quel est votre plus grand défaut, à votre avis? Moi, je pense que ce que Bali a dit, hein, je ne sais pas avoir de réserve. C'est-à-dire que quand je vous fais confiance, c'est total. Et quand je vous classe aussi, je vous ai classé, c'est total. Et donc là, je pense que c'est un peu trop rigide. Bon, je ne sais pas si jamais je peux changer ça. Devant une difficulté quasi insurmontable, qu'est-ce que vous faites? Je fais comme Bali l'a dit un jour, que quand il y a un problème, il sait très bien qu'il ne peut pas résoudre ce problème-là. Il considère que ce problème-là n'est plus un. Donc ça n'existe plus pour lui. Je crois que c'est la meilleure façon d'aborder les problèmes et j'adhère avec lui. Votre message en quelques mots à l'ensemble de cette jeunesse qui nous suit? Je pense qu'on doit savoir que dans la vie, les hommes ne sont pas venus au hasard. Chacun d'entre nous, dans la culture que moi j'ai vécue, dans laquelle je suis né, c'est que chaque être vient sur terre pour remplir une mission. Or, les hommes viennent, vivent et meurent comme des cochons, comme des brebis. Je pense que ce n'est pas normal. Chaque homme doit savoir quelle est la mission pour laquelle il est venu sur terre. Moi, j'ai mis 5 ans à découvrir la mienne. Je pense que dans la vie, il faut le faire. Parce que si vous, comme disait Kizerbo, quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne comprenez pas ce que vous trouvez. Vous devez nous proposer dans la rubrique suggestion bonus une citation dans une de nos langues locales que vous traduisez en français pour ceux qui ne comprennent pas évidemment cette langue. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est quelque chose qui... Il y en a beaucoup, mais celui qui me vient à l'esprit aujourd'hui, doit dire belle loi et loi. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé à un moment où vous n'avez plus de chance pour pouvoir en tout cas sauvegarder, faire grandir votre maison là, vous mettez au monde un être qui vient détruire votre maison. Donc effectivement, ça veut dire que la maison ne se détruit que de l'intérieur. D'accord. Et le chant? Il y a bien eu des chants qui ont marqué votre vie. Chant, je ne sais pas si c'est chant, il y a des choses qu'on faisait quand on était petit, comme Thierry Ngon, Gangan Fuga, Thierry du groupe Lua, Bulua Bevarabe, Wamazan Siga, Bezambidi, Nikankareb, Nambe, Kanaogo, Zinchulua, Tambieka, Urabe, Nizadi. Il y a des mots que je ne comprends pas, il y a d'autres que je comprends. Thierry, c'est la grenouille. Ngon, ça veut rien, je ne sais pas ce que. Gangan Fuga, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'était une manière, quand on était jeune, de mémoriser, d'apprendre à maîtriser la mémoire. Et il y en a d'autres comme ça, comme Pele, Zaneva, Kabia, Nechanwe, Gombia, Urelulu, Boubou, Darie, Snabona, non, ye, Kupone, non, ye, Krema. C'est bien rimé. Ça veut rien dire. C'est rythmé et rimé. Hein? Voilà, en même temps. D'accord, on va vous prendre ce livre parce que nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Et vous avez extrait le chant de ce livre, Le Nouni, une langue, une culture, qui est un livre de plusieurs pages que vous comptez sortir. Ouais, que je compte publier depuis longtemps. Si je meurs sans publier ce livre-là, je crois que j'aurais manqué quelque chose dans ma vie. Il faut que je le publie parce que ça représente l'essentiel de ce que j'ai acquis en linguistique. Une sorte de lexique de... Il y a le lexique, il y a la grammaire, il y a
l'orthographe, il y a les jeux, il y a des proverbes, il y a le nom des animaux, il y a le nom des arbres, le nom des souris. Il y a tout ce que j'ai maîtrisé, le nom des mois. Par exemple, dans notre langue là, c'est très difficile de trouver quelqu'un au village qui puisse vous citer les 12 mois de l'année. Dans ce livre-là, il y a les 12 mois de l'année. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Un appel à des éditeurs ou à des gens, des mécènes qui peuvent vous apporter un coup de main à travers la publication de cet ouvrage qui va servir à la postérité. Mais un ouvrage qui lui est déjà disponible, qu'on retrouve dans les rayons, c'est celui-là que nous conseillons, nous recommandons aux téléspectateurs, téléspectatrices. À travers cet ouvrage, vous allez en savoir davantage sur les productions, sur la pensée de l'homme que nous recevons dans le cadre de cette émission aujourd'hui, Dr BTO Dénébié. Absolument. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous êtes tout le temps pris. Et vous le devinez, nous avons choisi ce cadre, ce n'est pas par hasard, parce que nous vous savons passionnés de l'environnement. Moi, je suis un fils du paysan, je suis un cultivateur. Alors, nous avons choisi le parc urbain Bangré-Ouégo. D'ailleurs, nous disons merci aux responsables de ce parc pour nous avoir permis d'enregistrer dans de bonnes conditions à travers des chants d'oiseaux cette émission. Merci téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Leçon de vie en compagnie de notre invité du jour, passionné de l'environnement, d'où le choix de ces cadres. Nous disons un remerciement spécial aux autorités du parc urbain Bangré-Ouégo de Ouagadougou. Et nous nous retrouvons pour un prochain numéro de votre émission biographique Leçon de vie.